Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine d'information comme tous les dimanches. Un programme qui est devenu aujourd'hui une tradition. La rétro de ce dimanche 18 juin s'invite chez vous pour rendre hommage à un mastodonte de la scène politique nationale. Il s'agit bien sûr de Nidjon Froundi qui nous a quittés cette semaine, perdant ainsi son combat contre la maladie. Il tire sa révérence à l'âge de 82 ans, laissant orphelin son parti, le Social Democratic Front, qu'il a bâti des mains de maître, dont il était d'ailleurs l'un des pères fondateurs. Il faut dire que l'onde de choc provoquée par son décès a suscité l'émoi de nombreux acteurs politiques nationaux et même internationaux. Un émoi qui s'est fait ressentir jusqu'au sommet de l'État. Le président de la République, Paul Biya, n'a pas manqué d'adresser ses vives condoléances à la famille éprouvée, la famille de son opposant historique. Dans ce programme, nous reviendrons sur la trajectoire de ce héros national aux valeurs socialistes qui aura combattu jusqu'à la fin pour le mieux-être des Camerounais. Nous sommes justement en compagnie de l'un de ses fils. Il s'appelle Lionel Koungaba, vice-président national des jeunes socialistes au Social Democratic Front, membre du National Executive Committee. Il était l'un des filleuls du chairman. Bonjour et bienvenue. Bonjour Janice, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est pour moi un honneur d'être ici pour partager le parcours ou parler de la mémoire de ce baobab qui nous a quittés. Donc, merci encore pour cet honneur que vous me donnez. Justement, on va parler avec vous de l'influence, de l'impact de la marque du chairman sur la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, recevez donc une fois de plus les condoléances de Canal 2 International à l'endroit de votre parti qui subit là une grosse perte. Mais avant de revenir à vous, permettez que nous nous plongions une fois de plus dans l'atmosphère qui a prévalu lundi dernier au domicile du chairman où les équipes de la rédaction de Canal 2 International se sont rendues dès qu'ils ont appris la nouvelle. On se retrouve juste après. Il est environ 4 heures ce matin. Nous arrivons au domicile du chairman Nidjon Froundi, ici au quartier Nkolfoulou, dans la banlieue de Yaoundé. Le portail est fermé, le calme apparent cache le spectacle de désolation à l'intérieur de la concession. Informé de notre présence, le portail nous est ouvert à 5 heures et nous découvrons des familles nucléaires et politiques du chairman qui a tiré sa révérence. La douleur des premières heures après le dernier soupir de John Froundi est vivace, difficile de contenir ses larmes. Au lever du jour, le domicile accueille les premières personnes venues dire leurs condoléances. Une chapelle ardente est érigée et un livre de condoléances ouvert. Un peu plus tard, l'un de ses fils portera la voix familiale en signe d'adieu à papa. Et ce matin, on était obligé de dire au revoir à notre papa, notre leader, notre patriarche, qui a tout donné pour cette nation, pour sa famille. Du côté de sa famille politique, on s'est dit prêt à poursuivre sur la voie tracée par le leader charismatique. Ce qu'il a sémé il y a 33 ans, nous allons continuer à arroser. C'est un baobab qui est tombé. L'onde de choc du décès de Nidjon Froundi s'est propagée jusqu'au siège de son parti, ici au quartier Olézois. Les quelques personnes présentes là ne réalisent pas encore que l'histoire va dorénavant s'écrire au passé pour le chairman Nidjon Froundi après 33 ans de vie politique bien agitée.
Merci à Joël Jom 3 et Constant Kamga pour cet élément. Justement, Lionel Kungaba, vous étiez là à 5 h du matin. C'est vous qui avez ouvert le portail aux premières équipes qui se sont rendues au domicile du chairman. Comment est-ce que vous avez vécu non seulement les derniers jours du chairman et également comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Excusez, je suis un peu émue. Alors, Jalice, c'est vrai que les derniers jours, on savait déjà que le chairman avait un état de santé très dégradant et on s'attendait peut-être à ce que ça puisse arriver. Mais personnellement, quand je le rendais visite, je regardais l'homme courageux, l'homme fort, l'homme à qui mon modèle, celui-là à qui je croyais toujours, je me disais, à tout moment, il peut se relever. Le chairman, à tout moment, il peut nous surprendre, à tout moment, tout peut changer. Il faut dire qu'il a été malade longtemps quand même, il a subi des évacuations. Justement, il a été malade longtemps, mais sa santé est devenue un peu plus compliquée en mi-mars. Et depuis mi-mars, il a été suivi dans plusieurs centres hospitaliers du pays et ensuite il a été évacué pour la Suisse le 21 mai. Et arrivé là-bas, le pronostic qui a été fait par des médecins traitants faisait état de ce que tout n'était plus sous contrôle et qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Personnellement, il a décidé de revenir. Il est revenu au Cameroun le 3 juin. Et un espace a été aménagé à son domicile avec tout le nécessaire possible, l'oxygène et tout, pour le suivi et attendre le jour. Quant à moi, je prenais de ces nouvelles 2 à 3 fois par jour. Et ce fameux jour 12 juin, à 20 h, j'ai appelé pour la 3e fois de la journée pour savoir comment il allait. Les nouvelles que j'ai eues n'étaient pas très bonnes et puis je me suis directement dépêché vers la résidence. Avant d'arriver à la résidence, il était déjà passé de vie à trépas. Donc on est allé déposer le corps à la morgue. On est rentré à la maison d'où les équipes m'ont retrouvé le matin. Mais je vais dire que le chairman, jusqu'à la dernière minute, a combattu. Même sur le lit de l'hôpital, même sur le lit, il était encore et toujours en train de continuer le travail qu'il a commencé en 90. J'ai été ému le 18 mai parce que c'est la dernière fois que j'ai vraiment discuté avec lui, échangé pleinement de ce qu'il me disait encore et des questions qu'il posait sur le fonctionnement du parti et même du pays. Et il me posait encore des questions sur la mobilisation que nous avons fait pour le 20 mai. Et si je pensais que notre participation devait vraiment être effective. Je vois un chairman affaibli, mais qui est toujours ouvert, qui est toujours concerné par le fonctionnement du parti, le fonctionnement du pays. À tout moment qu'on est à côté de lui, il pose toujours des questions à savoir est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'il y a dehors comme nouvelle, qu'est-ce qui se passe, est-ce que... Donc voilà la personne que j'ai eue comme les derniers moments du chairman. Il a toujours été là pour combattre. Il faut dire que le chairman a toujours revêtu ce vêtement d'homme fort du côté de l'opposition, même si vers la fin de sa vie, ses décisions ont été contestées au sein même du parti. S'il fallait retenir quelque chose depuis les années 90, les années de Braise, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir du chairman? Il faut retenir que nous avons perdu un homme courageux, un homme résilient, surtout, parce que ce n'est pas donné pour quelqu'un de combattre ou d'opposer pendant 33 ans dans la paix et dans la sérénité. Une autre chose que je peux retenir du chairman, c'est que le chairman nous a appris que la politique n'est pas la guerre. Vous n'avez pas d'ennemis en politique, vous avez des adversaires. Et qu'en politique, il faut être faible. Si vous avez comme action commune le bien-être des populations, vous deviez mettre ces populations devant
et non votre intérêt personnel. D'où beaucoup de sacrifices qu'il a fait de sa vie pour permettre à ce que les Camerounais soient dans la paix où nous en sommes. Et le peu de temps qu'il a consacré pour travailler pour notre pays a permis à ce qu'aujourd'hui, la génération que nous sommes puissions avoir la liberté de dire un certain nombre de choses. Le peu de liberté que nous avons aujourd'hui, c'est grâce au chairman John Fundi. Le retour au multipartisme au Cameroun, c'est dû à son courage et sa bravure, parce qu'il a bravé les interdictions en 90, et puis on se retrouvait de nouveau dans le multipartisme. Nous avons vu beaucoup de machinisation du régime pour essayer d'arrêter les actions du chairman, mais nous avons vu le chairman en tant que leader être au devant de beaucoup de choses. Nous avons vu le système électoral qui a été refait. Nous sommes passés de l'administration à une organe indépendante, ONEL et l'ECAM, et aujourd'hui nous voyons un certain nombre de choses. Nous avons vu des institutions qui ont été mises sur pied par son entremise et par ses efforts. Nous avons vu comment il a coaché et il a amené les militants du SDF à accéder dans des institutions parlementaires pour pouvoir essayer d'apporter du changement, essayer d'apporter leur pierre à l'édifice ou à la construction du développement du Cameroun. Nous avons vu dans les mairies comment les maires SDF ont travaillé pour le développement du Cameroun, ça grâce à ses conseils et à son accompagnement. Le chairman John Fundi est l'une des personnes les plus sociables que j'ai rencontrées dans ma vie. Et on aura l'occasion de revenir sur ses rapports en général avec les gens, sa vie côté jardin. Mais avant, est-ce qu'on peut s'attarder peut-être sur ses combats? Il faut savoir qu'à un certain moment de l'histoire, le fief du SDF, qui sont les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ont été marqués par la crise. Est-ce qu'on ne peut pas dire que de ce côté-là, au vu des événements qui s'y déroulent encore, c'était peut-être l'un des échecs du chairman? Le vœu le plus ardent du chairman était de voir la crise, la résolution de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'était son vœu. D'où il a fait tout pour rencontrer ceux qui étaient en charge de la résolution de cette crise. On a fait des propositions à travers le Parlement, on a fait des propositions écrites directes au chef de l'État, au Premier ministre, qui est en charge de la commission qui est mise sur pied pour le suivi des résolutions du dialogue national. Il a sacrifié, il se sacrifiait à participer à ce dialogue national parce que les Amazoniens et d'autres opposants ne voulaient pas que la classe politique puisse participer pour rendre ce dialogue nul et de nul effet. Mais ayant en cœur le devenir, ayant en cœur ayant en cœur cette chose-là qu'il veut, qui était de résoudre cette crise, trouver des solutions pour que cette crise puisse s'arrêter, nous avons participé et à la suite, vous avez vu ce qui est arrivé. Il a été kidnappé à plusieurs reprises parce qu'on l'accusait déjà d'avoir pactisé avec le régime en place contre eux. Mais ce qui m'a plu, c'est que le chairman est resté ferme et a toujours dit qu'il n'était pas pour la sécession du pays et que toutes les parties devaient s'asseoir et en parler pour trouver une solution. Mais le gouvernement a fait la sourde oreille. Mais je crois qu'il a joué sa partition. Même s'il est parti, il a joué sa partition. Et en n'étant pas au contrôle, n'étant pas au pouvoir, et n'étant pas celui-là qui avait le pouvoir de faire avancer les choses pour que ça s'arrête, il ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il a fait. Donc je ne pense pas que ça peut être un regret. Il a fait, et nous avons vu, accompagner même le Premier ministre sur le terrain pour des missions de paix, ce qui était vraiment un risque qu'il a pris, parce que nous savons qu'il était dans l'obligation
de devenir déplacé interne à cause de ses positions pour cette guerre. Vous dites qu'il a joué sa partition en ce qui concerne cette bataille pour l'unité territoriale et même politique du pays, mais est-ce qu'au sein du parti, le SDF, il n'a pas un peu perdu cette bataille pour l'unité lorsqu'on sait que ces dernières semaines, le parti essuie beaucoup de critiques d'anciens cadres qui justement prennent pour cible la démocratie au sein du parti? Quand vous parlez des anciens cadres, ça c'est des gens qui ont fait plus de 20 ans chacun dans le parti. Et lorsque vous avez fait plus de 20 ans dans le parti et que c'est lorsque vous sentez la transition arriver, que vous sortez et que vous apportez des critiques, ça veut dire qu'il y a un souci. Je vais vous dire, c'est des gens qui sont en perte de vitesse ou en perte de popularité dans leurs différentes bases et qui savaient qu'une transition démocratique ne les permettrait pas d'accéder à la tête du Social Democratic Front. Le chairman ayant annoncé le 11 février 2021 qu'il ne serait plus candidat à la présidence du Social Democratic Front, a créé cet émoi, a créé cet enthousiasme entre les militants, mais certains ayant jaugé leur base et ont compris qu'ils n'étaient plus populaires et qu'ils ne peuvent pas concourir et gagner, ont commencé avec du dilatoire et le désordre. Je vais vous dire, le chairman en tant que rassembleur était parmi ceux-là qui essayait de ramener tout cela à la raison. Le chairman a essayé, en tant que président, de se rabaisser en appelant, en cherchant des médiateurs même, à amener ces personnes sur une table de dialogue. Mais il a toujours reçu une fin de non-recevoir de ces personnes. Donc pour nous, le parti va bien parce que ces gens déjà, après la constatation de leur auto-exclusion, le parti est en train de fonctionner, tout va bien. Nous devons tenir notre congrès le 18, du 28 au 29 juillet 2023. Mais avec les circonstances présentes, nous attendons le NEC du 26, de la fin du mois de juin, pour voir quelles sont les nouvelles dispositions à prendre. Parce que le NEC seul est habilité à changer la date du congrès ou à le modifier. Donc, pour nous, le parti, ça va. C'est vrai que lorsque vous êtes un leader, vous êtes appelé à être critiqué. Si vous êtes un leader qui n'est pas critiqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on vous critique, ça veut dire que vous faites quand même quelque chose pour qu'on vous critique. Moi, pour moi, le chairman n'était pas un saint, mais c'est un modèle. En tout cas, avant de revenir à vous, nous prenons ce petit récap de la vie du chairman qui a été réalisé par le directeur de l'information de Canal 2 International, Rodrigue Tonguet, qui peint le portrait de cet homme fort de l'opposition camerounaise. Frundi, Mr. No is no more. Il avait toujours dit non. Le menhir de Tarinkon migrait en raison de menaces sur sa sécurité vers la banlieue nord-est de Yaoundé. La plus tonitruante de ces expressions négatives fut sans doute celle assénée aux appels de ces millions de militants du Social Democratic Front, cadres et alliés de l'Union pour le changement, qui appelaient à un mot d'ordre du chairman visant la reconquête de la victoire volée à la présidentielle de 1992. Le leader, âgé de 51 ans cette année-là, et dirigeant seulement depuis 2 ans du Social Democratic Front, ex-croissance du mouvement Sauf Adam Finish, qu'il fondait dans le sang avec de nombreux coreligionnaires, présenté comme très peu courageux, pas suffisamment charismatique et moins harangueur que lui, disait ne pas vouloir mettre en péril la vie de milliers, voire de millions de Camerounais face à un Paul Biya prêt à sortir les canons pour rester à Itoudi. Malgré les pressions d'amis, zélateurs et même diplomates influents, comme il venait de dire non 8 mois avant à une participation du SDF aux premières élections législatives plurielles du pays. En cause, un système électoral méprisable, matiné de fraude qu'une administration sous le MINAT tenait de main de fer. Le SDF aura vécu sous de nombreuses convulsions en interne, cet autre non. La critique externe ne l'aura pas épargné non plus. Ce qui n'empêchera pas Frundi de redire non à la présidentielle de 1997,
après des municipales de 96 entachées de fraude. Une absence qui aura permis à son adversaire de toujours, Paul Biya, de s'en tirer avec un score à la soviétique. 92% devant des adversaires sans aucun poids politique du reste. Non à Biya, non au système corrompu de Yaoundé, non à la gestion patrimoniale des ressources publiques, non aux élections truquées, non à l'instrumentalisation de l'armée et de la question ethnique, non à l'hyper-pouvoir central, non à la tripartite à la place de la conférence nationale souveraine. Tout simplement, Paul Biya must go. Voilà le Froundji qui était apparu au grand public durant les 10 premières années de la jeune démocratie camerounaise. Tenu à côté de la presse indépendante, de la société civile, luttant pour plus d'espace de liberté. C'est le même nom qu'il infligeait en 2004 aux membres de la plateforme de l'opposition pour une candidature unique à la présidentielle. L'époux de la non moins charismatique Rose soupçonnait un complot de ses partenaires en vue de lui arracher sa place de leader de l'opposition. Candidat in fine à ce scrutin, il disait non aux résultats entachés selon lui de trucage. Il dira encore, comme si cela était imprimé dans un des livres que lui, le libraire de Bamenda, qu'il était vendait aux civils, non aux premières sénatoriales de 2013 et promettait en même temps de prendre les machettes pour barrer la voie à Paul Biya et surtout à Elekam, à laquelle il a toujours dit non. Le leader charismatique jamais élu, qui n'a jamais accepté un strapontin public, avait aussi parfois surpris, même les plus durs, par certaines expressions négatives. La fin de non-recevoir donnée à ses conseillers qui lui recommandaient de ne pas accepter de prise en charge de son épouse, Rose, au plus fort des ennuis sanitaires de cette dernière, et puis de ses obsèques. Le non recommandé par l'aile du SDF à un tête-à-tête avec Biya, ou le non voulu par ses proches à l'invitation à de nombreux banquets au Palais de l'Unité. Froundji a su dire oui ces rares fois-là à Yaoundé, avec qui il a prôné le dialogue pour le règlement structurel de la crise anglophone dont il payait certainement à titre personnel le plus lourd tribut. Un électorat effrité, une incapacité opérationnelle à cerner les bastions du nord-ouest et du sud-ouest, des critiques encore plus fortes de l'intérieur. Froundji aura baissé le poing en disant non en 2018 à une dotée d'un courage à revendre, avait encouragé une autre candidature à l'issue de primaires au sein du SDF. Et Froundji disait encore de façon enchantée une nouvelle candidature à la présidence du SDF. Ce dernier nom-là était Merci Rodrigue Tonguet pour cet élément. Lionel Koungaba, quelle réaction est-ce que cet élément vous suscite lorsqu'on peint ainsi, sans forcer le trait, je peux me permettre, ni John Froundji comme étant Mister No? Alors, je crois que Rodrigue a fait là le tour des grandes actions qu'a mené le chairman de 90 à nos jours. Et le nom, c'était pour tirer l'attention des Camerounais et ceux-là qui dirigent sur un certain nombre de choses qui n'étaient pas régulières et qu'il fallait amender ou améliorer. Et je crois que le nom a permis à ce qu'il y ait beaucoup d'améliorations et beaucoup d'amendements dans beaucoup de choses. On pouvait dire non à un moment donné pour la pression, on pouvait dire non à un moment donné pour faire changer les choses, pour faire bouger les lignes, et on a fait bouger les lignes avec le non. Donc le non, c'était un non positif et non un non négatif. Un non peut-être négatif, mais un non quand même qui fait ressortir le caractère radical lorsqu'on sait quand même que ni John Froundji, dans le domaine de la réelle politique, était plutôt apaisé. Bien sûr, je crois que à chaque fois que le non apparaissait, ça amenait les uns et les autres à se questionner, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le non est venu encore une fois de plus. Et les choses s'amélioraient, comme je l'ai dit. Donc pour lui, c'était sa méthode, c'était sa façon d'attirer l'attention de ces gouvernants-là, parce qu'il y avait un dialogue dessous entre l'opposition et le gouvernement en place. Et il fallait user des méthodes
pour pouvoir se faire entendre. Et au plan privé, côté jardin, qui était Ndjong Fundi, vous qui avez été à son contact dès vos premières années? À peine vous aviez le certificat d'études primaires que vous avez rencontré, le chairman, quel impact il a eu sur votre vie de jeune? Le chairman transforme ma vie. Je deviens un leader parce que je rencontre le chairman à l'Ouest, Cameroun, parce qu'il est venu à un meeting et il m'offre l'un de ses portraits. Depuis lors, j'ai commencé à suivre le chairman. Quand j'arrive au niveau supérieur des études, je me lance en politique et je continue dans la même lancée à le suivre, à suivre ses pas. Et c'est comme ça que, après le congrès de 2006, je me lance très fortement et très activement. Et en 2007, je suis candidat aux législatives, au nouveau scrutin législatif municipal. Je n'ai pas 500 000 pour payer ma caution. C'est le chairman Ndjong Fundi qui paye ma caution. J'avais 23 ans, il faut le noter, le plus jeune à cette époque. Et ça m'a encouragé, ça m'a amené à travailler. J'ai grandi, j'ai gravi l'échelon de la base jusqu'au sommet du parti où aujourd'hui je suis fier d'être à ma deuxième mandature au comité exécutif national. Le chairman était quelqu'un de sociable, de bien, de très blagueur. C'était difficile pour vous de rencontrer le chairman et ne pas rire avant de quitter parce qu'il était toujours en train de vous amener à comprendre que la vie elle est simple et il faut la sourire. Moi, j'ai côtoyé le chairman ces derniers moments et j'ai compris que c'était ça son secret, c'était ça qui l'a amené à vivre longtemps. C'était quelqu'un qui n'était pas rancunier. Et lorsque vous arriviez sur le chairman, vous deviez automatiquement manger avant de quitter. Et ça, c'est tout le monde. Le chairman était quelqu'un de réconciliant. J'ai dit réconciliant parce que même les problèmes que nous avons eu en interne, si ça dépendait du chairman, ces personnes ne devaient pas être... On ne devait pas constater leur auto-exclusion. Mais la majorité du comité exécutif avait décidé, et comme la majorité avait décidé, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais jusqu'à là, après cette sanction, il a toujours cherché les voies, il a toujours essayé par des voies et moyens pour qu'il y ait une réconciliation avec ces personnes. Mais il a toujours été buté par le comportement d'un certain nombre de gens. Le chairman était un parent parce qu'il savait aussi s'occuper de ceux qui sont proches de lui et savoir si vous allez bien, si la famille va bien. Lorsqu'il n'avait pas vu votre épouse pendant un bon bout de temps, il faisait appel et vous demandait de faire venir l'épouse et les enfants. Chaque dimanche, le chairman, c'était comme s'il y avait une fête parce que la majorité des proches collaborateurs que nous sommes allons là-bas avec nos enfants et nos familles pour communier, manger avec lui et discuter avec lui. D'ailleurs, le premier vice-président a confié à l'opinion publique qu'il égorgeait souvent un bœuf. Il faut dire que le chairman était un fermier, un agriculteur à la base. Le chairman était un agriculteur, il était aussi un berger, il avait beaucoup de cheptels. Et à tout moment, il était en train de faire venir des bœufs pour égorger et distribuer aux populations. Et vous avez vu même à sa résidence à Soie, lorsqu'il est arrivé à Soie, il a constaté qu'il y avait un problème d'eau aux alentours. Il a immédiatement trouvé la solution en creusant un forage et donnant aux populations. Et tout le monde se ravitaille, même les services publics aux alentours se ravitaillent de cette eau-là. Donc je dis, c'est quelqu'un qui aimait bien partager son quotidien avec tout le monde. Et lorsque vous arriviez chez le chairman, quel qu'en soit votre rang social, vous étiez à table avec lui. Donc, il permettait à tout le monde d'avoir accès à lui facilement. Et je vais vous dire, c'est l'un des leaders que je n'ai jamais vu le protocole autour de lui. Donc, tout le temps que j'ai passé près du chairman, je n'avais jamais vu un protocole où il faut remplir une audience pour le rencontrer, ou lorsque vous arrivez, il faut passer par un intermédiaire pour le rencontrer. À tout moment, il était là et disponible. Et son téléphone, tout le monde avait son numéro. Même vous, les journalistes, tout le monde avait son numéro. Il décrochait et discutait avec tout le monde. Donc, voilà la personne que je garde du chairman, quelqu'un de résilient, quelqu'un de courageux, quelqu'un de sociable, qui a vraiment donné du goût à la vie, à tous ceux qui étaient tout autour de lui, ceux qui ont pénétrer sa vie privée ont compris qu'il fallait
être simple pour vivre longtemps sur Terre. Et pour finir, peut-être, quel est l'héritage que Nidjon Fundji laisse aux jeunes? Vous êtes le vice-président national des jeunes socialistes. Pour ces jeunes-là qui peut-être ne l'ont pas connu ou du moins furtivement voudraient marcher sur vos pas, revêtir vos bottes, quel secret, quel héritage? Le chairman a laissé un très grand héritage à la jeunesse camerounaise et même à la jeunesse africaine parce que il y en a qui, aujourd'hui, s'ils sont en politique, c'est parce qu'ils se sont inspirés du courage de Nidjon Fundji. Il y en a qui, s'ils sont vivants aujourd'hui et qui parviennent à participer à la vie politique quotidienne, c'est par rapport à la tolérance, c'est par rapport au fair play de Nidjon Fundji. Parce que nul n'était son fair play, sa tolérance et son fair play en 92, ce pays devait être à 100 et à feu et à 100. Donc, nous savons que ça, c'est un héritage qu'il a laissé la paix, qu'il a laissé aux Camerounais. Il a laissé un héritage politique riche qui permet à ce qu'aujourd'hui nous exerçons sur le plan national librement. Il a laissé l'héritage qui est celle-là de la justice sociale et la liberté d'expression. Ce combat a été combattu par lui et d'autres pères fondateurs et aujourd'hui nous jouissons, c'est un héritage dont nous devons tout faire pour la sauvegarder. Pour que nous la sauvegardons, il faut travailler davantage et aller même au-delà de ce qu'il a fait. Beaucoup d'autres, en interne, je crois qu'il a finalement laissé un parti qui sait où il va. Parce que il y a 2 ans, nous avons essayé de réfléchir pourquoi est-ce qu'en 30 ans, nous n'avons pas pu prendre le pouvoir. Et avec son expérience, avec son aide, nous avons redéfini les nouveaux objectifs pour le parti. Et aujourd'hui, l'implémentation de ces nouveaux objectifs sur le terrain permet de voir la renaissance, la réjuvénance du parti. Et maintenant que Fundji n'est plus, quelle est l'organisation qui prévaut au sein et l'ambiance qui prévaut au sein du parti alors qu'on s'achemine vers le congrès de juillet prochain? Jusqu'à l'heure actuelle, tout va bien. Nous avons vu, même ceux qui se sont auto-exclus, ont fait des témoignages que nous avons tous vus sur la place publique. Ils ont même fait des lettres pour appeler à tout le monde à célébrer l'homme du 26 mai 90, à célébrer le baobab et l'héros qui est tombé. Donc ça veut dire que au moins à 90%, nous avons l'unanimité autour de ce que Fundji était une personne bien et importante pour notre vie, pour le Cameroun. Le Cameroun est en train a perdu ainsi un monument de sa démocratie et je crois que cette page qui est en train de se fermer fera de longues histoires pour nous dans notre pays. Avant le congrès de juillet, il y a une session du NEC qui arrive. Oui, bien sûr. Madame la secrétaire générale a convoqué le 15 juin, a fait un communiqué le 15 juin pour convoquer un NEC qui aura lieu le 24 juin à Yaoundé. Donc, tous les membres du comité exécutif national élargi aux maires, aux députés et aux sénateurs pour venir. Et je crois que c'est un NEC très important puisqu'il faut aussi parler des obsèques dignes que nous devons donner à cet homme d'État qui est son Excellence Nidjon Fundji qui est passé de vie à trépas. Donc, tous les membres du comité exécutif national sont attendus à ce NEC pour pouvoir mieux organiser les obsèques du chairman. Lionel Koungaba, vice-président national des jeunes socialistes au sein du Social Democratic Front, merci d'être passé sur ce plateau. Merci surtout pour cet hommage et votre contribution. Merci Janice, merci à Canal 2 pour tout ce que vous faites pour nous. Merci de nous accompagner dans ces moments difficiles. Et merci aux Camerounais d'ici et d'ailleurs qui sont de tout cœur avec nous. L'un des messages de Nidjon Fundji, ancien président national du Social Democratic Front à la jeunesse, était « il faut oser ». Et l'un des jeunes, en tout cas un jeune que nous allons recevoir dans quelques secondes, lui, il a pris ce chemin-là, il a osé dans le cadre des Journées nationales du management qui sont rendues aujourd'hui à leur 14e édition. Nous en saurons plus dans quelques poussières de secondes, juste derrière ceci.
Nous avons donc été rejoints par Dieudonné Thietse, j'espère avoir bien prononcé ce nom. Il est le directeur du cabinet Panes Conseil, promoteur des journées nationales du management qui se profilent à l'horizon et donc un événement en perspective. Ces journées qui vont se tenir du 21 au 23 juin 2023 au siège du JICAM à Douala. Pour en parler, nous sommes donc en compagnie du promoteur Dieudonné Thietse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, salut chers téléspectateurs. C'est un plaisir de partager avec vous sur cet événement. Alors, du 21 au 23 juin, on aura les journées nationales du management, certainement connues par plus d'un. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les journées nationales du management? Alors, les journées nationales du management, c'est un forum, une plateforme de rencontres et de débat entre les managers de ce pays et de la sous-région. Alors l'idée a été lancée en 2006, alors qu'en tant que consultants, nous étions rendus compte qu'il y a des entreprises très puissantes qui sont très avancées en matière de technologie et d'outils de management et de leadership. Alors qu'à côté d'elles, il y en a qui ne savent même pas que ces outils existent et ont donc de la difficulté à admettre qu'on peut faire les choses autrement. Alors la petite pirouette pour nous a été tout simplement de demander à celles qui ont des outils perfectionnés de dire est-ce que vous pouvez accepter dans un forum de les partager avec les autres. C'est comme ça que sont parties les journées du management. Donc nous avons lancé la première édition en 2006. Aujourd'hui, on en est à la 14e édition. Et celle de l'année dernière portait sur le recadrage stratégique des entreprises à la sortie de la crise, parce qu'on a eu quand même 3 crises, ce qui fait qu'en 2020 et 2021, on avait suspendu les journées du management, on a repris l'année dernière. Et cette année, après qu'on ait parlé du recadrage stratégique l'année dernière, cette année, nous allons parler de la gestion de l'innovation, de la transformation des organisations, et de la performance des équipes. C'est la thématique. Justement, on sait que le management est une problématique très centrale dans les organisations et auxquelles les top management, comme on les appelle souvent, ne font pas très attention ou du moins ne sont pas à jour, up-to-date. Quelles sont les innovations? Qu'est-ce que cette 14e édition compte apporter concrètement? Alors, vous savez, le management, c'est la science, c'est la mère de toutes les sciences de gestion. C'est elle qui gère toutes les autres sciences de gestion. À tel point qu'à niveau de sophistication technologique, de potentiel égal, l'entreprise la plus performante, c'est celle qui sait utiliser le facteur humain. Donc le facteur humain, c'est vraiment comme une sorte de détonateur dans un système. Sans ce facteur-là, vous n'êtes pas performant. Et justement, le défi réside à ce niveau-là. C'est la manière avec laquelle vous allez utiliser le facteur humain qui va déterminer votre performance et votre pérennité en tant qu'organisation, tout simplement. Et quand on dit déterminer votre performance, votre organisation, on fait allusion à l'innovation. L'innovation, aujourd'hui, est au cœur de la performance des organisations. C'est d'ailleurs l'ADN des organisations. Et si vous regardez bien, en Afrique centrale, que je connais en Afrique de l'Ouest, nos entreprises regorgent souvent de masses importantes de cadres supérieurs. En réalité, la quantité est toujours largement supérieure à celle qu'on retrouve ailleurs, notamment dans des entreprises de culture anglo-saxonne. Mais en retour, on se rend compte que le rendement qu'on peut attendre de cette masse importante de cadres supérieurs est toujours très faible au regard de ce que les autres font ailleurs. Donc, c'est le ratio d'un tiers, c'est-à-dire on a 3 fois plus de cadres et on produit moins de rendement qu'ailleurs. C'est pour ça que en fait, on s'est posé la question de savoir, est-ce que dans cette mouvance, dans cet environnement difficile, il n'était pas intéressant de s'intéresser à cette question de la gestion de l'innovation? Donc, la première partie de cette rencontre-là, et c'est la grande innovation, c'est qu'on parle de l'innovation elle-même. Justement, et qu'est-ce qu'on met dans l'innovation? Est-ce que ce sont les logiciels? Est-ce que ce sont les nouvelles pratiques? Qu'est-ce qu'on met dedans? En fait, c'est l'ensemble de ce qu'une entreprise met en place déjà pour générer de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui lui permet de recadrer et même de changer sa façon de faire ou de répondre de façon plus efficace à des problématiques qui se posent dans son environnement. Cela demande donc que vous ayez un encadrement adéquat, un écosystème adéquat qui permette non seulement de captiver les gens qui ont des capacités, ces talents-là, mais que vous soyez également capable de les gérer et de créer un contexte et un environnement qui les aide
à laisser exprimer leur capacité d'innovation et de créativité. Mais quand ils ont exprimé ces capacités d'innovation et de créativité, il faut être capable maintenant de les capitaliser, de les canaliser pour accompagner la croissance de l'entreprise. Parce que si vous gérez mal l'innovation, l'innovation peut créer de l'inertie et même exploser le système en interne. Vous voyez, c'est toute une approche aujourd'hui. Et si vous regardez à travers le monde également, vous allez vous rendre compte que les pays les plus développés, c'est celles qui ont fait de l'innovation leur cheval de bataille. Et ça se lit en termes de licence, en termes de protection de marque et ainsi de suite. Donc l'Afrique aujourd'hui est très en retard. Et l'Afrique centrale est encore, je ne sais pas si avait a dit plus que du retard, je dirais qu'on est encore plus en retard. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie sera la transformation. Parce que pour que l'innovation elle-même rentre dans une entreprise, il faut que le système soit transformé. Bon, donc, on va transformer le système, pour intégrer l'innovation, mais on va transformer également le système parce que notre environnement d'aujourd'hui, avec les crises, a tellement changé que les entreprises sont astreintes à l'obligation de se transformer. Donc, on va parler de la transformation culturelle pour impliquer, pour intégrer la culture de résultats. On va parler de la transformation structurelle et organisationnelle, c'est la structure de l'entreprise, tout ce qui est processus et tout ça. On va parler de la transformation technique et technologique, les outils de production, mais également de la transformation commerciale et de la transformation managériale, comme on disait tout à l'heure. Parce que si vous faites toutes ces transformations-là, alors que la manière de gérer, de piloter, d'exercer le leadership lui-même ne change pas, dans un environnement qui est devenu digital, vous n'avez plus besoin d'avoir votre collaborateur en face de vous pour travailler. Je veux dire, si vous ne changez pas ce management lui-même, vous serez en retard. Et de toute façon, vous n'allez pas créer cet effet positif et cette synergie que vous attendez de cela. Maintenant, le dernier élément, c'est que vous pouvez toujours penser votre innovation au sommet de l'entreprise. Vous pouvez toujours décliner le plan d'action au milieu là, c'est-à-dire à l'intervalle entre le top management et l'exécution. Oui. Mais en réalité, si cette innovation et cette transformation ne descendent pas dans les équipes, si les chefs d'équipe, si les manœuvres, les ouvriers ne sont pas capables de s'impliquer pour opérationnaliser, vous n'aurez jamais de changement. C'est la raison pour laquelle le thème embrasse 3 aspects. Gestion de l'innovation, transformation des organisations et en bas maintenant, la performance des équipes, comment est-ce qu'on utilise l'innovation et la transformation pour booster la performance des équipes de chaque entreprise, de chaque organisation. Cela m'amène à vous poser la question, qui est concerné par les journées nationales du management? Est-ce qu'il s'agit juste du top management ou alors même au niveau des équipes, n'importe qui peut se présenter pour s'enquérir de... Alors, dans ma présentation de tout à l'heure, je disais le top management conçoit la stratégie, définit les axes d'orientation, mobilise les ressources. Le middle management va traduire cette stratégie construite en haut en termes de plan d'action, d'outils de suivi, et l'exécution va effectivement mettre en œuvre. Donc, sont intéressés les membres de l'encadrement supérieur. J'invite les PDG, les directeurs généraux, les directeurs opérationnels. Et en plein milieu, maintenant, vous avez tout ce qui est chef service, chef département. Ils sont intéressés parce que ceux qui vont traduire ça en plan compréhensible et réalisable par l'exécution. Et maintenant, les chefs d'équipe, tout ce qui est contremaître, sont également intéressés parce qu'ils vont devoir récupérer les plans d'action et les piloter opérationnellement. Nous vous demanderons... Mais à côté de ça, vous avez tout ce qui est enseignants, consultants, ingénieurs, et même des communicateurs comme vous qui parlez des sciences sociales. Vous êtes fortement intéressés parce qu'il faut que cette transformation et cette innovation soient bien menées dans un pays comme le nôtre pour qu'on puisse utiliser de façon possible le large potentiel inédit que la nature nous a donné de façon gratuite et qui permet aujourd'hui aux autres à se développer pendant que nous dansons à côté sans tirer meilleur parti. Il nous faut de l'innovation et de la transformation globale de nos structures. Il nous faut cela, mais est-ce que ça impacte le facteur pécunier, espèce sonnante et trébuchante? Est-ce que c'est ça, c'est quand même ça le nerf de la guerre? C'est ce qu'on poursuit tous les jours dans les entreprises, le gain aussi. Oui, mais la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de faire plus, c'est de faire mieux, c'est de faire vite, de faire moins, c'est-à-dire utiliser moins de ressources. Et ça, je vous parle là de créativité, je vous parle d'innovation. Tout est innovation. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut innover pour souffrir moins et gagner plus. C'est ça l'équation aujourd'hui. Donc, nous allons, dans cette rencontre, démontrer aux chefs d'entreprise qu'il est possible aujourd'hui d'utiliser moins de ressources qu'elles en ont aujourd'hui, d'utiliser moins
de temps qu'elles le font aujourd'hui pour pouvoir produire des meilleurs résultats, tout simplement en activant sur le levier innovation. Et après, naturellement, il faudra avoir une structure organisationnelle, une culture, un système de management qui est conséquent. Maintenant, pour participer, je sais, après on me demande toujours, pour participer, on fait comment? Alors, vous vous inscrivez tout simplement. On a, le GICAM a 250 places, donc on est à peu près à 200 places. Il y a à peu près 50 places disponibles, y compris 10 places pour les étudiants, parce qu'il y a 25 places pour les étudiants. Donc, vous appelez au 699 68 35 15. Je dis bien 699 68 35 15. Et on va vous donner toutes les conditions pour participer. Sinon, les frais, c'est un peu mutualisé. Les grandes entreprises payent un peu plus. Les moyennes entreprises payent un peu moins. Celles qui sont plus petites payent davantage moins. Et certains étudiants paient vraiment du symbolique parce que chez PANES, on n'aime pas beaucoup le gratuit. C'est-à-dire, même si c'est 5 000 francs, il faut que l'étudiant contribue pour se rendre compte que c'est important. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est gratuit chez l'être humain, comme l'air que nous respirons, on ne sait pas que c'est la chose la plus importante. Donc, gratuit, non. Les gens viennent, ils font une petite contribution pour investir en eux-mêmes et mettre de la valeur sur ce qu'ils vont recevoir. Alors, dernière question, quelles seront les différentes articulations qui vont ponctuer ces 3 journées et jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire? Bien, déjà, on peut s'inscrire jusqu'à mardi à midi, mardi prochain à midi, parce que ça commence mercredi le 21 jusqu'à vendredi. Maintenant, les principales articulations. La première articulation va parler de l'entreprise africaine au sein de des mutations internationales et de la mouvance de l'économie mondiale. Il sera question de voir comment les mutations de l'économie mondiale impactent la performance de l'entreprise africaine et de nous poser la question de savoir de quelle manière est-ce que l'entreprise africaine va s'ajuster. C'est la grande problématique. Naturellement, ça va nous permettre d'arriver à l'innovation, à la transformation et à d'autres éléments et au style de management. Donc la deuxième partie va parler de la gestion de l'innovation. C'est pratiquement une journée où on va parler qu'innovation. Comment est-ce qu'on gère, on pilote, on exploite l'innovation, comment on finance l'innovation, comment on protège son innovation à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est la deuxième séquence. La troisième séquence, ce sera le jeudi. On va essentiellement et aller en profondeur pour parler des formes de transformation. Et il y aura ensuite des ateliers pratiques. Il y a à peu près 4 ateliers au cours desquels les gens vont devoir discuter, changer l'expérience, voir la présentation des outils. Et il faut dire que la démarche, elle est assez intéressante parce que sur chaque thématique, vous avez un expert. En général, c'est un professeur agrégé, un docteur qui a fait des recherches sur le sujet, qui présente le modèle, comment cela doit se passer normalement. Et vous avez 3 ou 4 chefs d'entreprise qui interviennent effectivement pour dire, dans la réalité, voilà comment nous appliquons. Voilà les difficultés que nous rencontrons, voilà les retombées que nous avons. Et après, on engage une sorte d'échange avec tout l'auditoire. Et ça permet à chacun de sortir de là en ayant validé ce qu'il fait, en ayant remis en question ce qu'il fait, en ayant appris ce que les autres font. Ouais, madame, c'est plus qu'un séminaire. Parce que dans un séminaire, vous avez un seul intervenant. Ici, vous aurez pendant les 3 jours à peu près 30 personnes qui vont intervenir, directeurs généraux, directeurs opérationnels, experts en innovation, en transformation, en culture d'entreprise. Je peux citer peut-être quelques noms. Vous aurez le professeur Viviane Ondoa, que nous connaissons bien. Vous avez le professeur Kamdem, vous avez Dr Ndaki, vous avez également moi-même, je suis un expert, et vous avez d'autres qui vont intervenir. Et parmi les directeurs généraux d'entreprise, vous aurez celui du FECOM qui va intervenir, le Canal 2, vous avez le Gobelec, vous avez CBC Bank qui va intervenir, vous avez Brasserie du Cameroun qui va intervenir. Sans publicité. Donc, sans publicité. Non, en fait, nous parlons de l'événement. Oui. C'est simplement pour dire aux gens, non, on a pris des entreprises qui sont des modèles d'excellence. Mais à côté de ça, on a aussi pris des petites entreprises comme Mitimi, par exemple, comme Kamlé, qui va intervenir. Donc, c'est des entreprises petites, mais qui sont dans une pente montante. Et on a aussi pris des entreprises qui sont en grave difficulté. C'est celles-là qui vont dire, OK, nous, on a entamé l'innovation et on n'a pas réussi à tel point. Ça va permettre aux autres d'éviter aussi de tomber dans ces revers-là. Donc voilà à peu près ce genre de rencontre qui est très intéressant. Quand on y arrive, quand on repart, on se dit, ah ben il fallait en faire tous les mois. Malheureusement,
Ce n'est qu'une fois par année que nous allons faire la journée du management. Merci Dieudonné Tietio pour toutes ces précisions. Merci d'être passé par ici. Rendez-vous donc aux Journées nationales du management. Ce sera du 21 au 23 juin au siège du JICAM à Douala. Vous pouvez le retrouver de ce côté-là mercredi prochain. Mais en attendant, nous... 8h30. À 8h30, il faut bien le dire. On commence à 8h30 sonnante. Rendez-vous pris donc pour les Journées nationales du management. Quant à nous, nous prenons congé. Restez bien sûr en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, même chaîne. Merci.